Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct du siège social d'Air Liquide à Paris. Ravi de vous retrouver pour cette traditionnelle webconférence. Alors, d'ordinaire, on se retrouve tous les ans à cette époque de l'année pour parler de votre déclaration de revenus. Mais vous le savez, depuis l'élection présidentielle, beaucoup de choses ont changé en matière de fiscalité. On va donc s'intéresser au traitement fiscal de vos gains passés, mais aussi de vos gains futurs, et ce, naturellement, de manière interactive. Alors, au programme, on commencera par l'actualité, les nouveautés fiscales avec la loi de finances pour 2018, et puis l'impact de ce prélèvement à la source qui débutera le 1er janvier 2019. Qu'est-ce que ça aura comme impact sur les gains que vous avez réalisés sur vos actions, qu'il s'agisse de vos dividendes ou de vos plus-values? Et puis, naturellement, nous parlerons de votre déclaration, celle qu'il faudra remplir selon les départements entre la mi-mai ou le début juin, avec des informations pratiques, car il y a eu cette année une attribution gratuite chez Air Liquide, c'était au mois d'octobre, et plus que jamais, l'imprimé fiscal unique mérite toute votre attention et toutes nos explications. Voilà, pour répondre à nos questions, ils sont deux, je vais vous les présenter. Marie Lapierre, qui est responsable comptabilité, titres et fiscalité au service d'actionnaires d'Air Liquide. Bonjour Marie. Bonjour Jean-François. Et Didier Henriot, responsable des études fiscales et patrimoniales de ce même service actionnaire d'Air Liquide. Bonsoir. Bonsoir Didier, voilà. On commence donc tout de suite par les nouveautés fiscales avec, si vous le voulez bien, tous les deux, une règle du jeu qui va être simple. On va essayer de regarder ce qui change et puis de voir quel impact ça va avoir pour les actionnaires d'Air Liquide. Allez, prêt, c'est parti, top chrono. Je suis un nouvel impôt sur le patrimoine créé en remplacement d'un autre. Je prends la suite de l'impôt de solidarité sur la fortune, plus connu sous le nom d'ISF. Je suis l'IFI. Alors, l'IFI, donc, premier changement fiscal de cette année. Quel impact pour les actionnaires d'Air Liquide, Marie? Alors, donc, l'IFI remplace l'ISF. Donc, le barème et les taux d'imposition sont à changer. C'est l'assiette qui est modifiée. Et la bonne nouvelle pour nos actionnaires, c'est que les actions sont maintenant exclues de l'assiette de ce fameux IFI. Barème inchangé, barème inchangé, taux inchangé, ça veut donc dire que globalement, sauf à n'avoir que de l'immobilier, tous ceux qui étaient soumis à l'ISF auparavant vont payer moins. Bah, ça dépend de la composition du patrimoine, mais voilà, les actions sont exclues et donc ça potentiellement vous sort de l'assiette de l'IFI. Ok, deuxième changement, ça on a commencé à le voir Didier sur les fiches de paye ou les pensions de retraite, c'est la hausse des prélèvements sociaux. L'augmentation de la CSG de 1,7 point effectivement touche tous les revenus. Donc effectivement, dorénavant, on a un total de prélèvements sociaux de 17,2%. Au lieu de 15,5 auparavant, alors avec un impact, ou deux impacts plus exactement pour les actionnaires. Concernant les plus-values de cession, cet impact concerne l'année 2017, et non pas uniquement l'année 2018 et les années suivantes. Et pour les dividendes, ça sera un impact sur les dividendes qui seront payés en 2018, en mai 2018, pour Air Liquide. D'accord, donc une différence importante sur les plus-values à partir de 2017, sur les dividendes à partir de 2018. Troisième évolution, Marie, j'ai entendu parler de flat tax, j'ai envie de vous dire flat tax Kisako. Alors la flat tax, c'est donc un prélèvement forfaitaire unique ou PFU, donc ce sont des vocables qu'on entend régulièrement, tout ça c'est la même chose, PFU, prélèvement forfaitaire unique, flat tax. Le principe est de taxer à un taux global de 30%, ce taux global reprenant en fait 12,8% d'imposition et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc suite à la hausse qu'a évoqué Didier il y a de cela quelques instants. Exactement. Il y a toujours la possibilité d'opter pour l'imposition au barème progressif. Alors vous dites qu'il y a toujours, en fait ça change, la règle c'est la flat tax. Voilà, la règle c'est la flat tax par défaut, le PFU par défaut, mais il sera possible de prendre sur un choix qui sera fait annuellement au moment de la déclaration de revenus. Et ce choix il sera applicable revenu par revenu? Alors il sera applicable à l'ensemble des revenus mobiliers de l'année. Donc c'est là qu'il va falloir faire très attention et regarder l'ensemble des revenus mobiliers pour faire le bon choix. Donc, on reprend cette règle. Flat tax, c'est la règle, c'est applicable pour tout le monde, sauf si l'on fait l'option pour l'impôt sur le revenu et le barème progressif, et c'est applicable à l'ensemble de nos revenus. Si on regarde là encore pour les actionnaires d'Air Liquide, quelles plus-values et quels dividendes vont être concernés par cette flat tax? Alors, toutes les opérations qui sont faites à partir du 1er janvier 2018. Donc, on parle de plus-value de cession ou de dividendes à percevoir.
On continue notre tour d'horizon des nouveautés fiscales. Alors, IFI, j'en ai beaucoup entendu parler dans les médias. Flat tax, j'en ai beaucoup entendu parler dans les médias. Prélèvement, hausse des prélèvements sociaux, j'en ai beaucoup entendu parler dans les médias. En revanche, le point suivant, Didier, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Ça concerne les gens qui ont fait des moins-values en bourse. Oui, c'est un peu passé inaperçu, cette nouvelle règle d'imputation. Effectivement, on a toujours la possibilité, lorsqu'on a des moins-values en portefeuille, de les garder en stock pendant 10 ans. Et quand il y a des plus-values qui arrivent, il y a cette règle d'imputation qui est possible. Maintenant, la grande nouveauté, c'est l'imputation en priorité des moins-values sur les plus-values de l'année. Donc, effectivement, si on a des... Avant, on choisissait. Avant, on choisissait. Et donc, effectivement, ça, c'est une règle qui va être applicable dès le 1er janvier 2017, donc pour les revenus qu'on va déclarer dans les prochaines semaines. Dernière innovation fiscale qu'il faut connaître lorsque l'on a des placements financiers, plus particulièrement des actions. Elle ne rentre pas en application tout de suite, ça sera pour le 1er janvier 2019, c'est le prélèvement à la source. Et qui dit prélèvement à la source au 1er janvier 2019 dit, Marie, dans l'esprit de beaucoup de gens, année blanche en 2018. Absolument. Donc cette année de revenus 2018 sera très particulière. Et il y aura une imposition spécifique pour les capitaux mobiliers, donc les dividendes et les plus-values que vous percevez en 2018 déjà. Donc on va y revenir. Didier, j'ai une question, je vais en prendre. On aura une séquence de questions-réponses à la fin de nos échanges, mais j'en ai déjà pris quelques-unes qui étaient arrivées avant le début de notre émission. Michel s'interroge, est-ce que cette nouvelle fiscalité, c'est mieux ou pire qu'avant pour un actionnaire d'Air Liquide? Michel, question difficile. On va voir un petit peu en détail, mais effectivement, quand on regarde de manière extrêmement factuelle ce nouveau cadre fiscal, on se rend bien compte, en fonction de ce qu'on a dit déjà depuis quelques instants, qu'il va y avoir des gagnants, mais il va y avoir également des contribuables qui vont perdre, puisque effectivement l'augmentation de la CSG par exemple, ça va concerner un certain nombre de contribuables non imposables aujourd'hui, donc eux ils seraient effectivement perdants. Donc on va voir un petit peu dans le détail, la réponse n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Alors le sentiment général c'est qu'on nous a dit que c'était très avantageux, vous nous dites il faut faire les calculs. Alors justement on va essayer de sortir des têtes de chapitre et de rentrer un peu sur les exemples de vos prochains gains boursiers. Et on va commencer, si vous voulez bien, par les dividendes. Marie, première question. Le dividende d'Air Liquide pour verser en 2018, donc au titre de l'exercice 2017, il sera de combien? Alors, le dividende qui va être proposé à l'Assemblée générale des actionnaires le 16 mai prochain est de 2,65 € par action. Donc, ce qui correspond à une augmentation de 12,4%. Alors, pardonnez-moi, mais il s'avère que je suis fils de prof de maths et que j'aime bien le calcul mental et que j'animais cette même réunion l'an dernier. Donc, l'an dernier, on avait dit 2,60. Donc, 10% de 2,60, ça fait 26 centimes. 1%, ça fait donc 2,6 centimes. Si ça prend 5 centimes, comment vous arrivez à 12% de croissance du dividende? Moi, je serais plus proche de 2. Alors, c'est parce que vous oubliez, Jean-François, que nous avons fait une attribution d'actions gratuites le 4 octobre dernier et que donc pour 10 titres détenus, nos actionnaires ont reçu une action nouvelle. Et donc, en considérant cet accroissement en fait, du portefeuille par l'attribution d'actions gratuites, alors on obtient 12,4% d'augmentation en considérant un portefeuille moyen, sachant que c'est même supérieur à ça si vous aviez que des titres d'un endroit à prime et voilà, c'est 12,9% si tous vos titres de portefeuille étaient à prime. Alors justement, parlons de cette prime de fidélité. Elle existe encore et qui peut l'avoir? Absolument. Donc il faut avoir des titres nominatifs, donc administrés au pur, mais au nominatif depuis au moins 2 années civiles pleines. Donc lors du prochain paiement de dividendes, cela concerne les actionnaires qui ont converti leurs titres nominatifs depuis le 31 décembre 2015 et qui les auront conservés sous cette forme jusqu'au moment du paiement du dividende. Et cette prime est de 26 centimes d'euros. Donc c'est 10% du dividende. Vous savez que je suis un peu taquin. Voilà. Donc, comme je suis un peu taquin et fils de prof de maths, je fais le compte. 10%, pourquoi 26 et pourquoi pas 26,5? Et pourquoi pas 26,5? C'est arrondi au centime près et en l'occurrence au centime inférieur. Cela correspond à l'article 21 des statuts de la société. Bien. On est toujours dans les questions pratiques. Qui va toucher les dividendes et en particulier dans les gens qui vont acheter le titre Air Liquide prochainement?
Oui. Il y a des dates à respecter? Alors, le calendrier, donc si le dividende est bien approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires, le calendrier proposé est le suivant. Donc, le 25 mai, c'est donc un vendredi, c'est le dernier jour pour acquérir des titres et obtenir le dividende au titre de ces titres acquis, si je puis me permettre. Le 28 mai, c'est ce qu'on appelle le détachement du dividende. Donc, il y aura un ajustement technique du cours et en fait, avant l'ouverture de la bourse, le cours Air Liquide sera minoré de 2,65 €. Donc ce jour-là, si on voit le cours baisser, il ne faut pas s'affoler. Voilà. C'est pas qu'il y a une nouvelle sur la société, c'est simplement qu'il y a le détachement du dividende, absolument. Et pour une mise en paiement le 30 mai. Bien. On a donc les éléments pour savoir quand est-ce que l'on va toucher nos dividendes qui correspondent à la part des bénéfices de l'entreprise qui sont reversés aux actionnaires. On va maintenant s'intéresser à leur fiscalité puisque les règles vont changer. Alors, Didier, il y a une chose, c'est le dividende, ce que verse l'entreprise, et puis il y a ce que moi, actionnaire, je perçois, parce qu'entre les deux, j'ai cru comprendre qu'au cours des dernières années, il y avait un certain nombre de prélèvements qui avaient lieu. Donc ces prélèvements sont faits par les établissements financiers, si je suis au porteur ou au nominatif administré, sont faits par Air Liquide, si je suis au nominatif pur. Alors, question pratique, dans le cas général, ces prélèvements cette année, ils seront de combien? Alors on est d'abord d'accord qu'en termes de fiscalité sur le dividende, l'imposition se fait toujours à deux périodes. Première période, effectivement, c'est le moment où on paye les dividendes. Pour répondre à votre question, effectivement... Et on est bien d'accord aussi que c'est sur le compte titre qu'on est en train de parler. Tout à fait. Alors les retenues donc, fiscales et sociales, donc, dans le cas général, seront donc 17,2% de prélèvements sociaux. On en parle depuis le début de notre conférence. On aura un acompte d'impôt de 12,8%. Pour les actionnaires qui sont concernés, ils avaient plutôt en tête l'année dernière un acompte d'impôt de 21%. Donc concrètement, ces retenues fiscales et sociales qui sont appliquées sur les dividendes bruts conduisent à un total de prélèvement de 30% au lieu de 36,5% l'année dernière. Ça, c'est dans le cas général. Alors, l'an dernier, lors de notre webconférence, on m'avait expliqué que pour des gens qui avaient des faibles revenus, ils pouvaient adresser à vous, s'ils étaient au nominatif pur ou à leur intermédiaire financier dans les autres cas, un courrier avant la fin du mois de novembre pour leur demander une dispense d'acompte. Alors, j'étais dans le cas présenté l'an dernier, j'ai envoyé mon courrier en temps et heure. Que va-t-il se passer sur mon dividende cette année? Alors, on est donc dans le cas de la dispense d'acompte reçue par le teneur de compte. Donc, effectivement, pas d'acompte, donc on ne prélèvera que les prélèvements sociaux de 17,2 au lieu de 15,5 l'année dernière. Bien. Donc ça, c'est au moment du paiement du dividende. Donc, si je comprends bien, celui qui n'a pas payé l'acompte, il va payer un peu plus cher que l'an dernier. Celui qui était dans le cas général, il va payer un peu moins cher. Parfait. Maintenant, on essaie de se projeter sur la fiscalité de ce dividende l'année prochaine. Donc, Marie, vous nous avez dit l'année prochaine, prélèvement forfaitaire unique, flat tax. Voilà, par défaut, le mode d'imposition est donc le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, donc 30%. Donc ça, ce sera au moment de votre déclaration des revenus 2018 que vous ferez en 2019. Donc à ce moment-là, si vous restez sur le mode par défaut 30%, deux cas de figure. Soit 30% ont déjà été prélevés au moment du paiement du dividende si vous n'étiez pas dispensé d'acompte, donc là, il n'y a rien de supplémentaire à payer. Ou vous pouviez bénéficier de la dispense d'acompte et vous l'aviez transmise à votre teneur de compte. Dans ce cas-là, seulement les 17,2% correspondant aux prélèvements sociaux ont été pris au moment du paiement. Et dans ce cas-là, il y a un complément, il y a les d'impôts à payer de 12,8%. Donc pour un certain nombre de personnes, l'année prochaine, il n'y aura rien à payer. Pour ceux qui ont demandé la dispense d'acompte, on aura 12,8%. Je comprends bien. Mais vous m'avez dit que c'était l'option par défaut, le prélèvement forfaitaire unique, mais j'ai encore la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu au barème progressif. Didier, en pareille situation, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il y a un point important, c'est qu'on va, dans ce cas-là, toujours bénéficier de l'abattement de 40%. On a remarqué qu'on ne parle pas de l'abattement de 40% dans le cas du PFU. Il faut garder bien en tête qu'il est maintenu pour l'imposition au barème progressif. Donc la base imposable réduite à 60%. On va calculer l'impôt sur cette base imposable
Et on déduira, le calcul de l'impôt, on va en parler dans quelques instants, et on déduira la compte éventuellement qui a été payée. Alors j'aime bien la façon dont vous me le dites parce que ça paraît très simple. On va calculer l'impôt comme on le fait traditionnellement. Ça sera un peu plus compliqué. Oui. Problème, 2018, on nous dit, puisqu'il y a l'entrée en application du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, on nous a dit 2018, année blanche. Alors, année blanche pour certains, année pas blanche pour d'autres. Quid de ce qui va se passer sur l'impôt de l'année prochaine? Alors, faisons simple. c'est sympathique de faire, effectivement, de mettre en place un nouveau prélèvement à la source en 2019, après une évolution de la fiscalité en 2018 qui concerne également 2017. Donc, vous voyez, faire simple, c'est pas évident. Soyons clairs. On a effectivement, avec la mise en place de ce nouveau prélèvement à la source au 1er janvier 2019, l'administration fiscale va d'abord calculer l'impôt comme elle le fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, elle prend l'ensemble des revenus imposables, elle tient compte du profil du foyer fiscal, avec des parts fiscales plus ou moins importantes, et elle obtient un impôt. Donc ça, c'est rien ne change. Sur le calcul de l'impôt, rien ne change. Okay. Par contre, il y a quand même un vrai sujet que l'administration fiscale n'a pas, bien sûr, oublié, c'est que si rien ne changeait également dans le principe de la mensualisation ou du paiement par tiers, les contribuables français seraient doublement taxés. Ils seraient taxés en tant que salariés ou en tant que retraités ou en tant que propriétaires au niveau du prélèvement à la source proprement dit, et ils seraient également taxés avec leur mensualisation ou le paiement par tiers. Donc l'administration fiscale va en parallèle mettre en place un crédit d'impôt qu'il a appelé crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Je ne sais pas si donc ça veut dire qu'il va y avoir des revenus qui vont être réguliers, qui ne vont pas être taxés, où on va compenser l'impôt. Ce crédit d'impôt, effectivement, il va être calculé en tenant compte de la répartition entre ce qu'on appelle des revenus réguliers, traitement salaire, pension de retraite, 3 petits points, c'est quand même les revenus réguliers les plus classiques, et des revenus dits exceptionnels. Et ce qui est important pour nous tous aujourd'hui, c'est que parmi les revenus exceptionnels, il y a justement les dividendes et les plus-values. Donc le calcul du crédit d'impôt, il va neutraliser ces revenus exceptionnels. Donc très concrètement, si un contribuable n'avait pas de dividendes ou de plus-value de cession au titre de l'année 2018, le crédit d'impôt serait égal à l'impôt. Donc pas de problème. Là, c'est le principe de l'année blanche qu'on retrouve. Okay. Par contre, pour les revenus exceptionnels, il n'y a pas d'année blanche. Et donc, les revenus exceptionnels, ils vont être calculés en fonction du taux moyen qu'on a calculé à partir de tous les revenus. Absolument. Et c'est là où ça devient un tout petit peu compliqué, parce que tout à l'heure, on parlait... Oh, il n'y a pas que là que ça devient compliqué. Les actionnaires... Si on vous pose la question en tant qu'actionnaire d'Air Liquide, savoir si percevoir un dividende c'est un revenu exceptionnel ou si c'est un revenu régulier, jusqu'à preuve du contraire, vous en percevez tous les ans. Donc on aurait plutôt eu tendance à considérer que les dividendes étaient des revenus réguliers pour des actionnaires individuels. Mais intégrer la notion de taux moyen, alors qu'on a parlé il y a 2 minutes du prélèvement forfaitaire unique ou de l'impôt sur le revenu au barème progressif, c'est là où on dit que ça devient un tout petit peu plus compliqué. On espère que l'exemple que l'on va montrer va clarifier les choses. Allez, on va prendre un exemple. Marie, tiens, je vais vous demander de le commenter. Donc, je vous présente ma situation. J'habite seul dans un très vieil appartement rue Sarrazate. J'ai 35 000 euros de revenus réguliers au titre de salaire. Et puis, j'ai 3 000 euros au titre des dividendes. Voilà. Alors, comment ils vont être taxés, ces dividendes? Absolument. Donc, si on reprend donc, le calcul d'imposition classique tel qu'on le connaît, on va additionner tous les revenus en n'oubliant pas sur le dividende de prendre en compte l'abattement. Donc, en fait, ici, donc, on va avoir 35 000 euros de salaire plus 1 800 euros de dividendes après abattement à intégrer. Donc ça nous fait ensuite un total des revenus. Donc on calcule selon le mode classique l'impôt sur le revenu au barème progressif et ça nous donne dans cette situation un impôt théorique de 5 300 euros. Ces 5 300 euros, si on les rapporte au revenu total, ça nous donne un taux moyen d'imposition. Donc c'est ce qui est indiqué, 5 300 euros sur 36 800. Et donc ce taux 14,4. Voilà, c'est le taux moyen d'imposition dans cet exemple. Donc pour les revenus réguliers, donc les salaires, rien à payer puisque c'est l'année blanche. Et les revenus exceptionnels, dont font partie les dividendes, celui-là, on appliquera le taux moyen. Donc ici, dans notre exemple, 1 800 euros de dividendes après abattement, auquel on applique les 14,4%, ça donne un impôt de 259 euros.
Didier Henrieux qui lève le doigt comme à Oui, non, l'école. mais je voudrais préciser, parce qu'en regardant cet exemple, j'aurais dû le dire auparavant, mais à partir du moment où le contribuable a, par défaut, choisi une imposition au prélèvement forfaitaire unique flat tax, ce calcul, il n'est pas du tout pris en compte. D'accord. Les Là, revenus exceptionnels, tels qu'on montre cet exemple, les dividendes seront intégrés donc au calcul des revenus exceptionnels à partir du moment où le contribuable aura fait le choix de l'imposition barème progressive. on est bien Ça, d'accord. c'est très important de le On est préciser. dans ce cas-là. Le premier cas, c'était prélèvement forfaitaire unique. On l'a vu. Voilà. Si on n'avait pas demandé la dispense d'acompte, il n'y avait rien à payer. Si on avait demandé la dispense d'acompte, il y avait 12,8 à payer. Là, on est Voilà. en train d'essayer de creuser le cas de celui qui, effectivement, veut faire le choix de la déclaration au barème progressif. Donc, on voit bien ici qu'on n'est pas... Enfin, il y a application du barème progressif, mais ce n'est pas la tranche marginale Voilà. qui compte. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je fais le calcul suivant, puisque on insiste que dans cette situation, on bénéficie de l'abattement sur les dividendes de 40%. Si je rapporte mon dividende moyen, c'est-à-dire 259 € à mes revenus de dividendes, mon taux d'imposition réel, ce n'est pas 14,4%, mais c'est moins de 10% grâce au bénéfice de l'abattement. Justement, est-ce que c'est le match qu'il faut faire? Il faut que je compare mon taux moyen d'imposition au taux de la flat tax pour faire le bon choix ou pas? C'est quoi le bon calcul à faire, Non, Didier? il faut déjà neutraliser les 17,2, puisqu'on sait que dans les 30, il y a les 17,2, donc il faut plutôt comparer effectivement le taux moyen d'imposition au 12,8. Voilà. Mais ce qu'on a voulu montrer là dans ce tableau récapitulatif, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans tout le détail des chiffres, mais c'est que si on compare donc l'imposition au barème progressif au PFU, en fonction des cas de figure, ça peut vraiment faire des différences. Ce qui, en revanche, ne change pas, c'est le principe de dispense d'acompte. C'est d'acompte au moment du paiement, contrairement à l'impôt qui est réellement dû après dans un deuxième temps. Ça, acompte ou pas acompte, ce qui change, c'est juste le tempo, c'est-à-dire qu'on ne paye pas au même moment, mais ça ne change pas l'imposition totale. En revanche, on voit bien que l'imposition au barème progressif et le PFU, là, ça peut faire des vraies différences en fonction des situations des uns et des autres. Et ce qu'il ne faut pas oublier de préciser, c'est que ce choix qui sera fait tous les ans, à partir de l'année prochaine, il porte sur l'ensemble des revenus mobiliers. Donc là, on a pris un exemple sur un dividende, mais quand on fera le choix, quand on fera l'option, soit de rester sur le PFU, soit de passer au barème progressif, il faut bien prendre en compte tous les revenus de capitaux mobiliers. Voilà, on va parler des plus-values de cession tout à l'heure et on va voir que c'est Mais tout de suite. très bien. Allez, plus-value de cession, justement, comment ça va se passer et quelles vont être les règles pour les plus-values de cession réalisées à partir du 1er janvier 2018? Alors, toujours le choix donc, entre le PFU et l'impôt sur le revenu au barème progressif. Alors, Avec le prélèvement forfaitaire unique par défaut. Si on dit rien, ça sera ça. par défaut. Alors, il y a le tronc commun des prélèvements sociaux dans les deux cas, donc les 17,2 qui sont appliqués donc, sur les plus-values sans abattement. Et ça, c'est vrai dans les deux situations. Alors, après, donc, la situation devient un tout petit peu différente. Si on est donc par défaut sur le PFU, on a quel que soit donc, le 12,8% d'impôt, donc quelle que soit la date d'acquisition des titres, et ce 12,8%, il est appliqué sur les plus-values également sans abattement. Voilà. Et tout ça, on doit le comparer avec une situation un tout petit peu plus compliquée, pour les contribuables qui choisissent le barème progressif, c'est qu'effectivement, il va falloir distinguer les titres qui sont acquis avant le 1er janvier 2018, où dans ce cas-là, effectivement, le barème progressif sera appliqué après éventuel abattement pour durée de détention. Donc les abattements pour durée de détention... Donc 50%. 50% entre 2 et moins de 8 ans et 65% à compter de la 8e année. Alors que les titres qui sont acquis à compter du 1er janvier 2018, ce barème progressif sera calculé sans abattement. Donc ça prend tout de suite, je dirais, la criticité de ce que Marie a évoqué il y a quelques instants. Comme on doit respecter la règle du choix sur l'ensemble des revenus, il va y avoir effectivement des calculs à faire. Ça va être une équation à de multiples inconnus. Voilà. Ok, donc ça c'est la règle. C'est la règle fiscale là qu'on est en train de voir selon les deux options, prélèvement forfaitaire unique ou bien taxation au barème, et dans la taxation au barème, la différence qu'il y a entre les titres qui avaient été acquis avant le 1er janvier et les titres qui ont été acquis ensuite, se pose quand même la même question sur les plus-values
boursière que sur les dividendes. Quid de l'année blanche avec l'arrivée le 1er janvier 2019 du prélèvement à la source? Même commentaire que pour les dividendes. Donc effectivement, les plus-values sont des revenus exceptionnels, hors champ du prélèvement à la source. Donc effectivement, si on choisit le barème progressif, ces plus-values ne seront pas imposées donc, au taux marginal, elles seront imposées au taux moyen, selon le calcul qui a été fait il y a quelques instants. Bilan de ça, on nous a dit c'est bien, ça va simplifier. Oui. Pas de jugement de valeur sur la loi de finances, sur la loi de financement de la sécurité sociale. Il y a des gagnants, il y a des perdants, mais c'est pas plus simple. Ok, ça veut donc dire que l'année prochaine, quand on devra faire toutes ces simulations et tous ces calculs, il faudra qu'on prenne un peu plus d'1 heure? Oui. Je pense qu'il va falloir en reparler. Voilà, il y aura beaucoup de questions à se poser avant de remplir sa déclaration en 2019 sur les revenus de 2018. Ouais. Pour être très honnête, on n'avait pas initialement prévu ici que la mise en place du prélèvement à la source le 1er janvier 2019, en tout cas ici, pour le service actionnaire, allait avoir un impact sur les revenus capitaux mobiliers. On imaginait un tout petit peu rapidement... Un truc simple. Un truc simple, ça ne concernait que les traitements et salaires, les pensions de retraite, point final. Puis en creusant un petit peu le sujet, parce que comme il y a eu le décalage d'1 an, effectivement, on ne s'était pas précipité. En creusant le sujet, on s'est rendu compte que les actionnaires... Il y avait un impact, oui. Alors par chance, les décisions à prendre, ce sera l'année prochaine au moment de remplir cette déclaration. Didier, dernière petite question piège pour terminer un peu cette partie. Je suis fiscophobe. Vous m'avez parlé de taux de 12,8, de prélèvements sociaux, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de ne pas payer d'impôts, ni prélèvements sociaux sur ces plus-values? Oui, j'en connais un très bien qu'on gère au sein du service actionnaire dans l'équipe transmission de patrimoine, la transmission de patrimoine du vivant. Ça s'appelle effectivement, entre autres, la donation. Donc, en donnant ces titres, on bénéficie effectivement d'un cadre fiscal très intéressant. En plus de l'avantage, donc tout l'intérêt de donner à des enfants, petits-enfants. On est dans un cadre fiscal intéressant. Il y a des abattements en fonction des liens de parenté. Et effectivement, le principal intérêt aussi, ou un deuxième avantage, c'est que ça efface la plus-value. Parce qu'il n'y a pas de cession. La donation n'est pas une cession. Et en bourse, les gains ne sont taxés que lors des cessions. Voilà, tout à fait. Okay. Alors, un point important quand même, parce que l'administration fiscale n'est quand même pas totalement dupe. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de transparence. Donc il faut communiquer sur ces donations. C'est ce qu'on appelle la révélation du don manuel à l'administration fiscale. Donc il y a une déclaration fiscale qui est à produire dans les 30 jours qui suivent la donation et qui nous permet, nous, en tant que teneurs de compte, à valoriser les titres qui sont transférés chez le bénéficiaire donataire. En l'absence de révélation, par exemple un présent d'usage, effectivement, les titres ne sont pas valorisés, c'est cadeau. Et un cadeau, ça vaut 0. Ok. Marie, il y a 2 webconf annuels chez Air Liquide. La première en début d'année, c'est sur la fiscalité de l'impôt sur le revenu. Il y en a une au second semestre sur les successions. Voilà, exactement. Nous avons animé une webconférence en fin d'année dernière qui est toujours disponible sur le site où on parle de transmission de patrimoine avec Maître Darmon du cabinet Monassier. Et est-ce qu'en exclusivité, vous me donnez la date de la prochaine? Oui, la prochaine aura lieu ici même le 4 octobre. Bien, allez, on vient de faire notre première partie donc pour faire le point sur toutes les innovations fiscales incluses donc dans la loi de finances et avec ce qui allait changer avec le prélèvement à la source. Je vous propose maintenant de parler de votre déclaration de revenus. Marie, première question. On n'a pas encore les dates puisque la Direction générale des finances publiques va communiquer le calendrier 2018 dans quelques jours. Juste papier, déclaration en ligne. Qui aujourd'hui a l'obligation, puisque les plafonds changent tous les ans, de faire la déclaration, en ligne? Alors oui, si votre revenu de référence excède 28 000 €, vous êtes tenu de faire votre déclaration en ligne. Alors, vous êtes tenu de le faire en ligne. Il y a une petite case dans la déclaration qui permet d'attester qu'on n'est pas équipé d'Internet. Ça ne marchera pas naturellement pour vous si vous nous regardez en ligne. Voilà. Mais sinon, voilà, 28 000 €, il faut faire une déclaration en ligne. Ok, on va donc regarder cette déclaration de revenus avec une première explication. On l'a déjà dit tout à l'heure. La fiscalité des actions change selon l'enveloppe fiscale où on est investi.
Didier? Absolument. Donc là, effectivement, il y a déjà deux situations très connues. Soit on a des actions dans un compte titre ordinaire, et là, on est totalement dans le champ d'application de la fiscalité. On est taxé à l'impôt sur le revenu, on est taxé aux prélèvements sociaux. Donc on remplit sa déclaration en Absolument. pareille situation. Absolument. Deuxième possibilité, il y en aura une troisième que je vais évoquer rapidement, donc dans le cas d'un plan d'épargne en action. Là, on est dans un cadre fiscal intéressant puisqu'on est exonéré d'impôt sur le revenu. En revanche, on n'est pas exonéré de prélèvements sociaux, mais ce sont des prélèvements sociaux qui sont payables à terme. Donc, tant que le PEA vit sa vie, à l'intérieur du PEA, on fait ces opérations, on perçoit des dividendes bruts, on fait des opérations en vendant des titres. Tant qu'ils sont réinvestis dans le PEA, rien ne se passe, il n'y a pas d'obligation de déclaration. Durant toute la vie du PEA, on ne voit pas le PEA dans sa déclaration de revenus. Absolument. Alors, j'en profite quand même pour préciser, puisqu'on parle du PEA, on ne parle pas du PEE. Et d'ailleurs, on ne parle pas du tout de l'épargne salariale dans cette présentation. Ce n'est pas qu'on n'aime pas nos actionnaires salariés, mais c'est une fiscalité totalement différente. En plus, il y a des problématiques qui peuvent concerner également les stocks options, les actions de performance. Donc, on ne parle pas du PEE, on ne parle pas de l'épargne salariale. Ok, donc on est bien sur une webconférence qui est véritablement centrée sur les problématiques des actionnaires individuels. Allez, je disais tout à l'heure en introduction, la déclaration de revenus, elle va être un peu atypique cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un événement au mois d'octobre. Ça a été l'attribution gratuite. Le retour des attributions gratuites, pensent certains actionnaires individuels. Donc, que s'est-il passé, Marie, pour un actionnaire individuel qui n'avait pas un multiple de 10 titres en portefeuille? Eh bien, il a été indemnisé sous forme de rompu. Donc, on vous a mis ici l'exemple du courrier qui est parti pour nos actionnaires au nominatif pur. Donc, si en octobre, votre portefeuille... J'avais 46 titres. Ah, vous aviez 46 titres, ben, c'est parfait. Donc, au titre de l'attribution de 1 pour 10, vous avez reçu 4 actions nouvelles et vous avez été indemnisé de 0,6 actions. Et puis, alors, s'ils étaient à prime, vous avez reçu aussi 0,46 rompu de la prime. Donc, eh bien, comme j'ai regardé ce document, c'est effectivement sur ce document-là, il y avait une prime, donc ouais. J'ai touché et le rompu de 0,6 et 0,16 correspondant à la prime. Voilà, absolument. Non fongible. Non fongible, c'est vrai. Donc, l'ensemble de ce que vous avez perçu, Jean-François, sous forme de rompu est considéré par l'administration fiscale comme une plus-value de cession sans abattement. Plus-value de cession, donc c'est pas un dividende. Non, c'est une plus-value de cession. Ok, parfait. Alors justement, puisque c'est une plus-value de cession, on va commencer par ça. Plus-value de cession, première règle, Didier, on rappelle la règle. Comment on calcule une plus-value de cession en règle générale? Par différence, en règle générale, c'est par différence entre le montant que l'on a encaissé, donc le montant de cession de titre net des frais de courtage, et moins le montant de l'acquisition des titres. Alors le montant de l'acquisition des titres, on verra, c'est une notion de prix de revient, on verra qu'effectivement, il y a plusieurs événements pour valoriser, qui conduisent à la valorisation de cette acquisition. Donc ça va nous permettre de déterminer une plus ou moins value? Plus ou moins value. Qui va derrière nous servir de base pour calculer notre Absolument. imposition. Ok, Marie, j'ai reçu mes 79,22 € pour mes 6 titres, mes rompus avec mes 6 titres avec prime de fidélité. Quel est mon gain? Eh bien, 79,22 € qui sont intégralement taxables au titre des plus-values de cession. Voilà, là, le calcul est très simple. C'est mentionné, ces chiffres-là, vous allez envoyer des papiers aux actionnaires pour leur... Absolument. Alors, donc, sur l'imprimé fiscal unique pour nos actionnaires au nominatif pur, ils apparaissent clairement dans une ligne distincte où vous voyez bien apparaître qu'il s'agit d'indemnisation de rompu. Et donc ça veut dire qu'il faut que je le déclare au titre de mes gains boursiers, au titre de l'année. Absolument. Ok, parfait. On revient donc maintenant, après avoir regardé ce cas des rompus, qui finalement concerne tous les actionnaires d'Air Liquide qui étaient là lors de l'attribution gratuite et qui n'avaient pas un nombre de titres multiple de 10. On va revenir donc maintenant sur la règle générale. Je rappelle les modalités de calcul. Finalement, c'est relativement simple. Une différence entre combien vous touchez lorsque vous revendez en tenant compte des frais et puis combien vous avez investi, autrement dit, le montant d'acquisition de vos titres. Et ça vous donne la plus ou moins valeur. Alors, je dis c'est très simple. C'est très simple, sauf que des fois, ça peut
devenir compliqué. Le prix de cession, c'est simple, parce qu'on sait combien on touche, on sait combien on a sur son relevé, et ensuite, le papier, on l'a à l'instant T. Ce qui peut parfois être un peu plus compliqué, c'est de suivre le montant d'acquisition des titres. Alors, on va commencer par là, si vous le voulez bien, et je vais en profiter, moi, pour prendre un certain nombre de questions. Alors, on va en profiter... on va commencer avec l'attribution gratuite, avec la question de Michel, qui nous dit quel prix doit-on retenir, 0 ou le cours de l'action le jour de la distribution. Et puis on va aussi tenter de répondre à cette occasion à la question de François, qui nous dit quid de la vente des actions gratuites. Alors, Michel, les titres gratuits rentrent dans votre portefeuille à 0. C'est des titres gratuits, donc valeur d'acquisition 0. Donc on voit dans cet exemple que l'attribution d'actions gratuites modifie le nombre de titres en portefeuille. Donc là, notre actionnaire est passé de 100 actions à 110 actions. Mais les 100 premières avaient donc un prix de revient de 100 €, mais les 10 titres gratuits, ils rentrent à 0. Donc en fait, cette attribution d'actions gratuites dilue le prix de revient. Et pour répondre à François qui dit quid de la vente des actions gratuites, on a le droit de dire, moi là je suis en train de vendre, je vends l'action gratuite. Non, alors les actions gratuites prennent les mêmes caractéristiques que les titres dont ils sont issus. Donc si j'avais 100 titres dans mon portefeuille depuis 2010, les 10 titres qui lui sont associés sont des titres qui sont censés être dans mon portefeuille depuis 2010 et rentrer à une valeur 0. Et quand je donne l'ordre de vendre des titres, en fait, on prend des titres sur ces 110 titres, donc avec le prix de revient moyen pondéré donc de 90,90 € et une année de détention de 2010. Parfait. Donc pour résumer, si je comprends bien, attribution gratuite, ça a un impact sur mon prix moyen pondéré de mes titres, en considérant, puisque c'est une attribution gratuite, que le prix d'acquisition de ces nouveaux titres, c'est 0. Autre sujet, j'ai complété ma ligne dans le temps, c'est notamment le cas de Valentine qui nous pose la question quid du calcul du prix de revient et de la plus-value quand les achats ont été faits en plusieurs fois à des prix différents. Marie. Donc le principe est le même, mais là on a deux prix différents. Donc j'ai un achat d'origine de 100 titres que j'ai acheté 60 €. Je renforce ma position, j'achète à nouveau 100 titres, cette fois-ci à 120 €, parce que le cours a évolué. Donc on additionne ces deux investissements, 6 000 plus 12 000 €, 18 000, qu'on divise par le nombre de titres en portefeuille, et c'est comme ça qu'on calcule le prix de revient moyen, le prix moyen pondéré, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais 90 € par titre. Didier, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait une solution pour échapper à la taxation des plus-values, c'était de donner des titres. Question, là encore, si j'ai récupéré mes titres suite à une donation ou si je suis actionnaire d'Air Liquide suite à une succession, comment je calcule mon prix de revient ? Alors, comment vous calculez le prix de revient ? Vous avez déjà pris la précaution de nous transmettre les informations qui nous permettent de valoriser cette opération, succession ou donation. Donc effectivement, dans le cas d'une succession, nous avons à l'intermédiaire du notaire, par l'intermédiaire du notaire, nous avons les informations qui doivent normalement nous parvenir via les déclarations de succession. Alors, bien entendu, nous, en tant que teneurs de compte, on souhaite avoir la copie de cette déclaration de succession, on souhaite surtout avoir l'extrait de la déclaration de succession. Il n'est pas du tout, bien sûr, question de connaître dans l'exhaustivité le patrimoine qui est transmis. Donc c'est une déclaration 2705 de mémoire, ou 2706. Donc, et c'est aussi important de signaler que c'est dans l'intérêt aussi de l'actionnaire, parce que nous pouvons augmenter le prix de revient, donc la valorisation qui a été retenue par le notaire dans le cadre de la succession. Nous pouvons augmenter cette valorisation de la quote-part des frais de succession lorsqu'il y a frais de succession, la quote-part de ces frais de succession qui est liée à la ligne. Donc ça, c'est important. Donc on a besoin de cette information, et en absence d'information, en absence de cette déclaration, les titres, dans un premier temps, ne sont pas valorisés. Donc ça, c'est pour la succession. Pour la donation, c'est la même philosophie. On a besoin d'avoir également connaissance de ce qui a été révélé à l'administration fiscale, donc le formulaire 2735. On souhaite, et ça, c'est pas forcément évident de l'obtenir, savoir la copie de cette 2735 avec le tampon de l'administration fiscale. Certains actionnaires nous disent que ce n'est pas évident d'avoir le retour de la 2735 signé par l'administration fiscale. Mais nous, c'est absolument indispensable pour pouvoir valoriser les titres. Marie, une question récurrente, donc je vais prendre la version de Marie-Thérèse qui nous dit « Pourquoi vous ne calculez pas les plus-values pour les actionnaires au nominatif pur ?» Alors,
Oui, c'est une préoccupation de nos actionnaires, bien entendu. Donc, nous avons envoyé avec l'imprimé fiscal unique à certains actionnaires un récapitulatif de leur plus-value pour l'année 2017. Et par ailleurs, nous travaillons sur un projet pour mettre à disposition sur l'espace personnel en ligne les prix de revient et les plus-values récapitulatives des plus-values réalisées sur les exercices passés. Didier, voilà. En 2 mots, on a calculé notre plus-value, donc différence entre le montant de la cession et le montant de l'acquisition en tenant compte des frais. Maintenant se pose la question, j'ai réalisé une plus-value l'an dernier, comment elle va être imposée à travers ma déclaration de revenus? Parce que contrairement aux dividendes, on n'a encore rien prélevé. Il n'y a pas une imposition en 2 temps, il y a une imposition en une seule phase. C'est effectivement à partir de la déclaration de revenus que l'administration fiscale va calculer l'impôt et les taxes. Donc concernant les prélèvements sociaux, on a vu qu'il y a la nouveauté qui est rétroactive 1er janvier 2017, 17,2% calculé sur la plus-value totale à laquelle on rajoute les rompus, alors que contrairement donc aux prélèvements sociaux, on va avoir sur l'impôt sur le revenu une différenciation selon que les titres sont acquis moins de 2 ans. En l'occurrence, on peut dire aussi que sur les rompus, on applique la règle, puisque par définition, les rompus, on les a détenus que quelques heures. Les rompus, effectivement, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'abattement, donc voilà. Quoi qu'il en soit. Et sur les autres titres qui sont vendus, effectivement, on va bénéficier de l'abattement pour durée de détention, donc 50% ou 65% selon l'ancienneté des titres. Allez, un exemple pour bien comprendre. Donc, je vends 250 titres que j'ai achetés 85 € il y a de cela 6 ans. Je les ai cédés à 110. Marie, comment on calcule la plus-value ? Alors, le montant brut de cession, auquel on ajoute, auquel on retire plutôt les frais de courtage. Ça donne un montant de cession net auquel on soustrait le montant d'acquisition, frais inclus là pour le coup. Donc dans notre exemple 12 750 € et ça donne une plus-value de 3 730 €. Bien, je sais donc calculer la plus-value taxable, donc on a vu comment. Maintenant, on se pose la question du calcul de mon imposition. Marie ? Alors donc, comme l'a expliqué Didier, donc des prélèvements sociaux sur cette plus-value. Donc on reprend la plus-value 3 730 qu'on a calculée, on applique 17,2%, le nouveau taux, et on obtient 642 € de prélèvements sociaux qui sont dus, auquel s'ajoute l'impôt sur le revenu. Donc on reprend cette même plus-value. Là, c'était des titres que je détenais, je bénéficie d'un abattement de 50%. Donc l'abattement, c'est 1 865 € et égale la plus-value taxable. Donc là, en l'occurrence, on a pris un exemple où on avait un taux marginal d'imposition de 14%. Donc ça fait 261 € d'impôt. Donc au total, ce qu'on paye au titre de cette plus-value, c'est 903 €. Ok, je vais faire comme l'administration fiscale pour accélérer le recouvrement. Je vais vous demander de me répondre plus vite parce qu'on a encore pas mal de sujets. Didier, j'ai une question d'un autre Didier qui dit « J'ai un portefeuille d'actions Air Liquide acquises à des dates différentes. Si je les vends à des dates différentes, comment seront calculées les plus-values de cession sur les plus anciennes, sur les plus récentes ?» Alors, la règle générale, c'est je vends les titres les plus anciens qui sont valorisés au prix de revient moyen pondéré du portefeuille. Ok, maintenant j'ai une question quand même, puisque vous nous avez parlé de vos primes de fidélité. Moi, je constate en regardant les relevés de compte des actionnaires au nominatif qu'ils peuvent avoir plusieurs lignes avec des codes différents. Quand je vends lequel? Alors, effectivement, chez Air Liquide, du fait de la prime de fidélité, il y a 4 codes de valeur possibles, selon effectivement la date d'inscription de ces titres au nominatif. Je précise bien la date d'inscription au nominatif, pas forcément la date d'acquisition. Parce que quand il y a des transferts en venant d'une banque, on reprend effectivement le point de départ, c'est l'inscription au nominatif. On considère, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on considère que chaque code valeur est autonome l'un par rapport à l'autre. Donc on considère qu'on a 4 types d'actions différentes. Absolument. Donc à l'intérieur du code valeur, on va appliquer la règle normalement des titres les plus anciens qui sont valorisés au prix de revient à l'intérieur de ce code valeur. Ok, et si j'ai pas envie de faire ça, et si j'ai envie de dire j'ai une seule ligne Air Liquide pour la ligne? Vous avez tout à fait le droit, c'est vous qui êtes responsable de votre déclaration d'impôt, vous avez tout à fait le droit de considérer que même s'il y a 4 codes valeurs, ça forme un portefeuille unique et le prix de revient qui vous intéresse, c'est le prix de revient global de votre portefeuille. Mais à ce moment-là, attention, il faut revenir à cette règle, je dois sortir les titres les plus anciens. Ok. On ne peut pas sortir les titres les plus récents en valorisant au prix de revient global, parce qu'autrement, là, ça pose problème. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de modification des règles concernant l'imputation des moins-values. Oui. C'est applicable dès cette déclaration? Absolument. Absolument. Et effectivement, la principale nouveauté, c'est qu'on va s'intéresser à l'existence
au titre de l'année 2017 des moins-values sur une ligne et des plus-values sur une autre ligne. Et effectivement, si on se retrouve dans la situation où on a des moins-values et des plus-values réalisées dans la même année, en priorité, il faut compenser. Et c'est à partir du moment où il resterait une moins-value après compensation, une plus-value, qu'on va s'intéresser aux moins-values antérieures. Ok. Voilà. Parfait. On en profite d'ailleurs pour répondre à Brigitte qui nous dit: peut-on imputer ces moins-values sur les gains de son assurance vie? Non, non, parce qu'on est sur deux produits de fiscalité différentes. Et puis les gains, c'est comme si vous me disiez, on peut imputer les moins-values sur des dividendes. Donc, Ok, je continue avec vous. Tiens, encore très pratique. Yves, visiblement, d'ailleurs, il y a une petite confusion dans ce qu'il nous dit. Il nous dit quel est le délai de report des plus-values. Je pense qu'il voulait dire des moins-values. Et sur quelles plus-values imputées et quels imprimés sont nécessaires. Quand est-ce qu'on doit remplir une déclaration autre que la 2042? Alors vous me parlez du formulaire qui s'affiche à l'écran, le 2074, ouais. Qui est en fait un formulaire qui est mis à disposition de l'administration par l'administration pour faciliter le calcul et puis pour également suivre, en cas de moins-value, pour suivre le report des moins-values. Donc là, c'est à produire en même temps que la 2042. D'accord, et c'est notamment le cas lorsqu'on a des reports de moins-value pour permettre d'assurer le suivi d'une année sur l'autre. Ok, on vient de parler des plus-values dans la déclaration de revenus. L'heure est venue de passer aux dividendes en 3 minutes. Pof. Marie, l'an dernier, le dividende, c'était 2,60. Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier d'un point de vue prélèvements fiscaux et sociaux sur mon dividende? Règle générale, c'était quoi? Alors là, c'était 15,5% de prélèvements sociaux. Hein, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été prélevé en 2017. Et un éventuel acompte d'impôt de 21%. Donc 36 contre désormais 30 sur le dividende qui va venir. Maintenant, voilà. Si j'avais demandé l'acompte? Là, on a prélevé, enfin, le teneur de compte n'a prélevé que les prélèvements sociaux, donc 15,5%. Bien, alors maintenant, comment ça va se passer? Donc j'ai payé un acompte, la suite de l'imposition, ça se passe comment? Alors, donc, la base imposable est réduite à 60% du dividende brut. Hein, on a toujours cet abattement de 40% qui s'applique. On y applique le taux marginal d'imposition pour calculer l'impôt dû, qu'on compare, on déduit l'acompte de 21% s'il a été payé. Bien, on va prendre un exemple. Je détiens des titres Air Liquide avec une prime de fidélité. Donc moi, j'ai qu'un seul code. C'est des titres que j'ai depuis plus de 2 ans. J'en ai 200. Quid de ce qui s'est passé l'an dernier? Alors l'an dernier, donc, pour ces 200 titres, vous avez reçu donc, le dividende nominal de 2,60 € plus la prime de fidélité, donc 0,26 €. Donc ça fait un total de 572 €. Qu'est-ce qu'on m'a retiré? On vous a retiré des prélèvements sociaux, 15,5%, donc 89 €. Et on vous a prélevé un acompte de 21% sur ce montant de dividende brut. Donc on vous a prélevé 120 € d'acompte. Alors donc, là, j'ai différents chiffres. Combien j'ai touché en brut, combien j'ai touché en net, l'acompte, la taxation. Qu'est-ce que je retrouve comme chiffre dans mon imprimé fiscal unique? Le dividende brut et l'acompte. Ok. Et comment je vais qu'est-ce que je dois reporter? Alors, c'est normalement reporté automatiquement par l'administration fiscale si elle a réussi à faire un rapprochement. Oui, mais je peux avoir des titres voilà. ailleurs, je vais pas tout ça, ça va être agrégé. Oui, ça va être agrégé, absolument. Chaque Donc teneur de compte. Voilà, vous les retrouvez dans les cases mentionnées ici. Combien je vais payer d'impôts? Alors, l'impôt qui va être dû, donc on repart de ces dividendes bruts. Donc, on peut en déduire des éventuels droits de garde. Donc, on en profite pour dire que pour nos actionnaires en nominatif pur, il n'y en a pas. Donc, c'est une base avant abattement. Donc, de là, je déduis l'abattement de 40%. Donc, la base imposable de mon dividende, c'est 343 €. L'impôt, là, il dépend de votre taux marginal d'imposition. On a pris en exemple 14%. Donc, ça fait un impôt de 48 €. Qu'on compare donc avec l'acompte déjà prélevé, donc moins 120, donc il reste ici un crédit d'impôt de 72 €. Didier? Pour éviter des questions, on a fait cet exemple en neutralisant complètement l'impact de la déductibilité de la CSG. Je rappelle que la CSG, dans ce cas-là, elle est déductible du revenu imposable à hauteur de 5,1. Parfait. On ne s'est pas compliqué la vie, mais il faut quand même le rappeler qu'on a quand même... Mais ce calcul, il est fait automatiquement par l'administration fiscale. Oui, il n'y a rien à faire. Malgré tout, je vois là que finalement, j'ai avancé de l'argent. Est-ce qu'il est encore possible d'échapper à l'acompte à l'avenir ou pas? Ah oui, le principe de la demande de dispense reste inchangé. Donc, on a vu que l'acompte qui va être prélevé, lui, est différent. L'année
enfin en 2018, ce sera plus un acompte de 21%, mais 12,8%. Mais les conditions pour en être dispensé restent les mêmes. Et pour le dividende de 2019, il faudra envoyer une demande de dispense à votre teneur de compte avant le 30 novembre 2018. Un dernier mot sur le service actionnaire d'Air Liquide. Alors effectivement, là on a à disposition un ensemble d'outils pour faciliter le travail de nos actionnaires. On a des simulateurs fiscaux qu'il faut remettre à jour. Alors avec une petite difficulté, il faut quand même le reconnaître, c'est que l'année 2018 étant une année un peu exceptionnelle, il va falloir faire un simulateur fiscal peut-être différencié pour 2018 et prendre après tenir compte d'un simulateur fiscal pour les années suivantes. Donc ça c'est une particularité qu'il va falloir intégrer. On va à la rencontre de nos actionnaires, bien sûr, dans le cadre de l'Assemblée générale, mais également dans le cadre des rencontres qu'on appelle des rencontres post-AG, où notre président se déplace. Cette année, il va se déplacer à Reims et à Cannes. On a des rencontres également qu'anime Patrick Renard avec d'autres sociétés qui se passent également dans plusieurs... On peut donner rendez-vous aux actionnaires d'Air Liquide de la région d'Avignon au mois de juin. Avignon, on ira à Strasbourg, on ira à Annecy, on ira à Montpellier, donc on ne reste pas qu'à Paris. Et puis effectivement, comme chaque année, on produit le livret de l'actionnaire. Je vous invite à le parcourir parce que c'est une mine d'informations. On ne parle pas que de la fiscalité, on ne parle pas que de la transmission de patrimoine, on parle plein d'autres choses, à la fois sur le groupe et sur notre société et sur le métier des titres. On va commencer par Christian. Christian, je tente d'appuyer sur la tablette pour que la question s'affiche et parfait ou elle ne s'affiche pas, je ne sais pas. Peut-on transférer des actions Air Liquide qui se trouvent sur un PEA vers un compte titre ordinaire? Oui, ce n'est pas forcément une décision très pertinente, mais en tout cas on peut le faire, mais c'est assimilé à un retrait. Donc en fonction de la date de retrait, on aura une fiscalité plus ou moins importante. On sait que dans le cadre des PEA, il y a une fiscalité qui est douloureuse si on les retire avant 2 ans, un peu moins douloureuse entre 2 et 5, et presque pas douloureuse après 5 ans. En tout cas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le faire, sauf si on a d'autres... Allez, en 2 mots, je poursuis sur le PEA. Les moins-values sur le PEA peuvent-elles être déduites? Les moins-values qu'on réalise, tant que le PEA n'est pas clôturé? On va considérer que c'est comme ça, vu la question. PEA, les moins-values sont imputables sur les plus-values, tant que le PEA n'est pas clôturé. Ce n'est qu'à partir du moment où le PEA est clôturé qu'il faut se poser la question et la possibilité de l'imputation. Et dans ce cas-là, oui, c'est possible, mais pas à l'intérieur du PEA. Question de Laurent, comment convertir des actions ordinaires en titres nominatifs dans un PEA? Alors donc, si vous avez des titres dans un PEA, donc par défaut, les titres sont achetés au porteur et vous pouvez demander à votre banque via un formulaire, alors soit vous pouvez télécharger sur notre site, soit directement auprès de votre banque, à les convertir en nominatifs administrés. Est-il possible d'acquérir directement des titres en nominatif dans un PEA? Non, je ne pense pas. Ils sont acquis d'abord à la forme au porteur et ensuite ils sont convertis. Ah oui, ça c'est clair. Alors Philippe, l'intérêt de donner des titres aux associations caritatives afin d'éviter les plus-values? Donc là, c'est intéressant. Il y a un avantage déjà de crédit d'impôt. Effectivement, on peut bénéficier d'un crédit d'impôt qui, de mémoire, est de 66%. 66%, oui. Alors qui est plafonné à 20% des revenus imposables. Donc, voilà. Et puis, effectivement, mais je ne vais pas revenir là-dessus, donner, ça permet d'effacer les plus-values. Alors, qu'est-ce que je vais vous... J'en ai vu une tout à l'heure, mais je l'ai perdue. Alors, le temps que je la recherche, je vais vous la poser et je vais appuyer sur... voilà. Patrick, on a pas mal de questions de gens qui visiblement sont plus en France et qui nous disent, pourriez-vous expliquer la politique et la pratique d'Air Liquide en ce qui concerne les actionnaires résidant à l'étranger? Alors, ça, c'est les charmes du web, c'est que les actionnaires qui ne sont pas en France peuvent nous suivre en direct depuis Paris. Ouais, absolument. Alors, les actionnaires non résidents, en ce qui concerne le dividende. Donc jusque-là, on avait un taux de prélèvement, un taux nominal de 30% que le teneur de compte, qu'il soit Air Liquide ou un autre, est tenu de prélever au moment du paiement du dividende. Avec la nouvelle loi de finances, ce taux de droit commun passe à 12,8%. Donc, il y a le principe qu'il y a ce taux de droit commun et puis il y a la possibilité, en envoyant au teneur de compte le fameux CERFA 5000 ou attestation de résidence, de prouver qu'on paye ses impôts dans un pays
autres, et de bénéficier à ce moment-là du ton conventionnel entre la France et ce pays. Les taux sont, dans certains cas, inférieurs à 12,8% et dans certains cas, supérieurs. Donc, par exemple, prenons l'Allemagne. En Allemagne, le taux conventionnel entre la France et l'Allemagne, c'est 15%. Donc, auparavant, c'était intéressant de faire parvenir à votre teneur de compte un CERFA 5000. Là, à partir de cette année, ça manque un petit peu d'intérêt puisqu'on va d'office appliquer le 12,8%. Alors, Alain qui nous dit « La flat tax de 30% sur les dividendes s'applique-t-elle aussi aux petits porteurs dont le taux marginal d'imposition était inférieur à ce taux de 30% » Oui. Le prélèvement forfaitaire unique, la taxe plate, c'est par défaut. Voilà. Le nouveau mode d'imposition. Donc ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, mais les actionnaires, dans ce cas-là, auront intérêt, à étudier l'intérêt d'opter pour l'imposition au barème progressif, puisque dans ce cas-là, ce sera celui-là qui s'appliquera. Ah tiens, ça c'est rigolo. Hubert qui nous parle de club d'investissement. Hubert, il nous dit, nous fermons notre club d'investissement fin mars. On a des actions Air Liquide et autres. Et nous partagerons en 20 parts égales avec la fermeture et transfert sur le compte titre de chacun des adhérents. Comment se fera le calcul de l'impôt? C'était bien ça, on ne nous en parle plus du tout, mais c'était bien les clubs d'investissement. Là, on est dans un cas intéressant, c'est-à-dire que là, on est dans le cadre d'un partage. C'est-à-dire que les membres gardent les titres, donc ils se sont partagés. Ils ne vendent pas tout, ils continuent l'aventure boursière. C'est intéressant parce que s'ils avaient tout vendu, il y aurait une imposition. Et là, effectivement, dans ce cas-là, l'imposition, elle ne se fera pas au moment du partage, mais elle se fera au moment de la cession par chacun des membres de leur titre. Et le calcul, il se fera par rapport à la valeur d'acquisition donc de ces titres avant le partage. Michel, qui nous dit quelle déclaration à souscrire pour que les plus-values de cession de cette année viennent imputer les moins-values de l'an dernier? Le 2074. Mais la 2074, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, la 2074, alors même si c'est un peu compliqué parce qu'il y a des liens automatiques maintenant quand on fait une déclaration en ligne, la 2074 n'est pas une déclaration obligatoire. Elle est fortement recommandée quand on a effectivement plusieurs lignes avec des plus-values et des moins-values. Et la 2074, quand on fait une déclaration en ligne, la résultante vient directement alimenter les bonnes cases 3VH ou 3VG de la déclaration 2042. Isabelle qui nous pose la question, le nominatif administré du PEA a-t-il encore un intérêt par rapport au nominatif administré? Oui, absolument. On se pose la question du PEA, parce qu'on nous a dit on allège la fiscalité sur les actions, etc. Donc il y a plein de gens qui se disent mais finalement est-ce que le PEA a encore un intérêt? Le PEA, on a rappelé quand même qu'il était en exonération d'impôts. Donc la seule question qu'il faut se poser pour le PEA, c'est l'augmentation en fait du taux des prélèvements sociaux de 17,2. Mais sur le PEA, il y a des règles d'imputation en taux historique selon les dates d'ouverture du PEA. Le PEA a toute sa justification dans le nouveau cadre fiscal. Il n'y a pas, le moindre doute là-dessus. Allez, une petite dernière pour la route, on va dire. Marc de Aubagne, qui nous dit « L'augmentation de la CSG sur les dividendes est-elle incluse dans la CSG déductible ?» Puisque tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on avait fait des simulations sur la taxation des dividendes et que l'on n'avait pas tenu compte de la CSG déductible. Oui, le 5.1, quand on opte pour l'imposition barème progressif, le 5.1 va être augmenté lui également de 1,7. Donc il passera à 6,8. Allez, une petite dernière encore pour la route. Le fait de changer de dépositaire du compte titre modifie-t-il la durée de détention des titres pour l'attribution des titres gratuits? Non. Ah non. Non, non. Rien de plus? Ton commentaire? Non, ça... Bah non. Vous voulez vraiment que je vous en trouve non, mais plus, là, parce que... l'acquisition, c'est le fait de changer de teneur de compte ne change pas la date d'acquisition des titres. La date d'acquisition des titres, elle change quand il y a un changement de propriétaire, donc que ce soit une vente ou une donation ou une succession. La durée de détention... le point de départ de la durée de détention, c'est en fait l'acquisition des titres par son propriétaire. Dont ils sont issus. Donc, voilà. D'accord, donc si je les passe au nominatif, etc., si j'échange de nature, si j'échange d'établissement, il n'y a pas d'impact fiscal là-dessus? Non. Ok, parfait. Un mot de conclusion. Cette année, c'est simple, l'année prochaine, ça va être compliqué? C'est une bonne conclusion. C'est-à-dire que oui, cette année, le seul changement finalement, c'est le changement des prélèvements sociaux
qui s'applique là dès aujourd'hui, quelques petites précautions à prendre sur l'imputation des moins-values, mais les gros changements, c'est pour l'année prochaine. Et dernière petite question, si j'ai des problèmes, je peux joindre le service actionnaire d'Air Liquide pour poser mes questions? J'allais dire 24 heures sur 24, non. Non. Mais bien entendu, c'est un service que l'on donne à nos actionnaires au nominatif pur. On a effectivement, depuis les changements de la fiscalité qui ont commencé, ça n'a pas commencé cette année, en 2010-2011, il y avait déjà pas mal de changements. Depuis cette date, on a vraiment renforcé notre service pour nos actionnaires dans des domaines de transmission et de fiscalité. Donc il faut nous poser des questions et on y répondra bien entendu. Marie Lapierre et Didier Henriot, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. Certains d'entre vous, actionnaires d'Air Liquide, étaient dans la salle, d'autres étaient derrière leur écran. Je vous rappelle que vous pourrez revoir cette webconférence sur les nouveautés fiscales de 2018 et comment remplir sa déclaration dans les semaines qui viennent sur le site d'Air Liquide. Et elle sera chapitrée pour que vous puissiez aller directement à votre au sujet qui vous intéresse. Voilà, merci à vous tous. Et puis donc, puisqu'on parlait des événements, rendez-vous pour les actionnaires d'Air Liquide d'Avignon. Ça sera le 5 juin où j'aurai aussi le plaisir de vous retrouver. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.